C'est comme, voyons, ça se peut pas, là. C'est démesuré, cette histoire-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Et lorsque ça va arriver à la cour, c'est pas sûr que ça va être la même version aussi grave qu'elle paraît en ce moment. 1 heure après, c'était déjà sorti dans les médias. Là. Donc, un animateur, dadada, ça sortait. Là. C'est quand même particulier. Là. Donc, sur la place publique, monsieur, il mange à claque, là, quand même. Le Le bûcher public est très fort ici pour une infraction qui est effectivement de moins de 5 000 là. Bonjour, je suis Maître François-David Bernier et bienvenue à la firme. Cette semaine, on a un sujet quand même particulier. Une personnalité connue, un animateur de radio connu, qui est accusé au criminel, une infraction qui est quand même assez mineure, mais cette infraction-là fait le tour du Québec, il est médiatisé. Et là, il y a une version contre lui, puis il veut déclarer qu'il n'a pas fait ce qu'on lui reproche. Au Québec, il y a beaucoup de gens qui passent des années sans parler, mais cet animateur voulait parler. On va analyser son dossier. Je suis avec mon équipe. Maître Vincent Montmigny, criminaliste connu, Bonjour. qui est avec nous. Maître Camille Côté, généraliste, avec nous. Bonjour. Donc, on va, premièrement, chers consoeurs, chers confrères, écouter le témoignage de M. Boissonneau. Bonjour, M. Boissonneau. Bienvenue à l'émission. Bonjour, bonjour. Donc, vous vivez une situation assez particulière. Vous êtes quelqu'un de connu à Québec. Et là, vous avez des accusations là, d'un méfait de moins de 5 000 qui tombent contre vous. Ouais. Expliquez-nous premièrement qui vous êtes. Bien, à la base, je suis un mécanicien, je suis un entrepreneur de Québec. J'ai des entreprises à Québec que j'exploite depuis plusieurs années. Et au fil du temps, parce que je suis impliqué beaucoup dans ma communauté, mais aussi dans mon métier, je m'en viens à le vulgariser à la radio, sur les ondes de la radio. Et ce qui m'amène tranquillement à un poste d'animateur, ce que je fais depuis plusieurs années. Et évidemment, au top des sondages, tout va bien, c'est le fun. Puis là arrive un fameux événement, là. C'est l'événement qui est arrivé là, en décembre 2024. Là. Parce que là, ça vous affecte. Là. Vous êtes animateur radio connu à Québec. Et là, il y a des accusations qu'il n'y a rien de prouvant encore, mais ça fait des articles des médias. Là. Ben oui, bien là, c'est un fait divers. Moi, je vais vous dire honnêtement, c'est un fait divers qui ne devrait pas prendre cette ampleur-là. Mais écoutez, là, à la minute, d'abord, c'est une plainte que j'ai déposée contre un chauffeur d'autobus pour un délit de fuite puis une conduite dangereuse. C'est ce que j'ai déposé. Donc, à la base, vous déposez une plainte. Oui, j'ai déposé une plainte. Et le lendemain matin, là, tout explose. Là. Moi, j'étais un enragé du volant, puis j'ai fait le tour de l'autobus à coups de batte de baseball. Il y a toutes sortes d'affaires qui sortent. Je comprends rien du pourquoi que c'est ça. La télévision se ramasse à mon commerce. Là, tu sais, c'est une grosse escalade, là, énorme escalade. Là. Okay. Pourquoi? Parce que je suis un animateur vedette. Pourquoi? Parce que je suis au top des sondages. Pourquoi j'ai ce traitement-là là, dans les journaux, puis dans la télévision, puis dans les autres radios? Je ne la comprends pas trop. Parce que c'est une accusation qui est méfait public, pas public, un méfait là, de moins de 5 000 on vous accuse d'avoir cassé une vitre de l'autobus. Supposément, c'est ce qu'on m'accuse, exactement. Okay. Mais ça, on ne m'a pas accusé sur le moment. Là. Ça a pris presque 4 mois avant que ces accusations-là soient déposées. Parce que vous déposez une plainte et par la suite, ce serait le chauffeur ou quelqu'un dépose une plainte et celle-là est retenue. Là. Pas la vôtre, pas la mienne, mais celle-là est retenue. Là. Et pourtant, qu'est-ce qu'on vous reproche? Bien, on me reproche d'avoir fracassé une fenêtre. Là. C'est ça qu'on me reproche. Là. OK. Ouais. Et quel genre de comportement qu'on vous reproche? On vous accuse d'être violent? Il n'y a pas d'autre chose que ça. Non, parce qu'au début, c'était comme traduit dans les journaux, dans les médias, comme de la violence au volant, mais alors que c'est pas ça. Là. Ça serait un méfait, là, semble-t-il. Là. On ne parle pas des dommages sur ma voiture. Là. Le 5 000 de dommages qui étaient causés, là, ça, on n'en parle pas. Là. On parle que seulement de mon côté. Là. Pourtant, j'ai porté plainte contre ça. Là. Parce que dans le fond, il y a eu un accrochage avec l'autobus, c'est ce qu'on comprend. À la base, c'est ça. Là. OK. Donc, à la base, sur le circuit routier, il y a un CD que j'aurais mal fait, puis ça aurait motivé le chauffeur
à me dépasser dans une bretelle d'autoroute en arrachant mon miroir, puis à s'en allant sans même s'arrêter ou se soucier de ce qui se passe avec l'automobiliste là, à ce moment-là. C'est ça qui se passe, là. On écoute l'entrevue. Première question qu'on se pose. Je la pose à Maître Montmigny. C'est quoi un méfait? Bon, un méfait, ça a une valeur de plus de 5 000 ou moins de 5 000. Dans le cas qui nous occupe, c'est une valeur de moins de 5 000 $. Un méfait, c'est un bris d'une propriété qui n'est pas la tienne. Okay. Évidemment, tu peux briser peu importe quel objet que tu possèdes personnellement. Il n'y a pas de problème avec ça. À partir du moment où tu mets en péril la propriété d'autrui, c'est un méfait. Ça se rapproche d'une menace également, parce que briser quelque chose en menaçant quelqu'un peut mener à des accusations de méfaits publics, tout comme ça pourrait mener sur des accusations de menaces également, parce qu'on peut être en train de vouloir menacer la personne. Okay. Mais dans ce cas-là, il est accusé de méfait de moins de 5 000. Oui, absolument. Fait que, y a-tu la notion de menace? Il aurait pu avoir la notion de menace. Un procureur, en fait, il faut savoir ce qu'un procureur doit dire, ou doit savoir. Un procureur doit avoir une expectative de condamnation. Donc, s'il n'y a pas eu de menace comme telle, on comprend un peu de l'entrevue qu'il y a eu une prise de bec là, de part et d'autre. Mais l'accusation de méfait de moins de 5 000 $ inclut-tu une menace? Non. L'accusation de méfait peut être complètement indépendante. Ça peut être un exemple typique, quelqu'un qui tirait une roche dans une vitre. Ça sera un méfait. Parce que c'est ça que je vais revenir là-dessus. À Maître Côté, c'est pas dans la braquette des accusations, c'est pas la plus grave, là. Non, en effet. C'est sûr que moins de 5 000 $, on s'entend, on est quand même dans un bris mineur, là, ici, tout à fait. OK. Parce que là, on semble voir, on ne peut pas aller trop profond dans les faits, mais on semble voir qu'il y aurait une vitre brisée. Bon. Parce que là, ici, on a deux versions contradictoires, là. On s'entend qu'un dit blanc, l'autre dit noir. Notre témoin là, vient dire, bon, c'est pas vrai ce que j'ai dit, on porte des propos. Mais moi, c'est ça que j'ai de la difficulté à comprendre, le fait que ce soit un méfait de moins de 5 000 $ qui est comme cassé de quoi. En quoi toute cette trame-là vient influencer l'accusation? Bien, moi, je pense qu'il y a du sous-jacent à cette histoire-là. Là. Je veux dire, c'est quelqu'un de connu. Quand on est connu, on a les défauts de nos qualités. Oui, on n'attend pas au restaurant, mais lorsqu'on fait quelque chose de pas correct, on se le fait reprocher plus que quelqu'un d'autre. Ouais. C'est un événement banal. Là, bien, ça, c'est quand même, je trouve ça intéressant. Puis à cet effet-là, on continue justement d'écouter M. Boissonneau. Tout ça prend une ampleur parce que vous n'êtes pas accusé de voie de fait contre personne. Pas du tout, j'ai jamais. jamais... Vous n'êtes pas accusé d'avoir été violent. Mais le méfait en bas de 5 000 prend une ampleur parce que la version du chauffeur, c'est que vous auriez été... Il y a une version qui n'est pas du tout la réalité. Là. Mais non, il y a plusieurs versions d'ailleurs. C'est pas une version, il y en a servi plusieurs des versions. Okay. Donc là, moi, c'est sûr et certain, lorsque ce qui est arrivé, cet événement-là, jamais que je m'attendais à ça. Là. D'abord, moi, le respect envers... Je suis impliqué dans ma communauté. Là, on me dépeint comme un violent, mais c'est archi faux. Là. Moi, je m'occupe de jeunes, je m'occupe dans la communauté, je fais du bénévolat, j'aide les gens. Oui, on peut être surpris puis des fois lancer quelques jurons, mais pas de là à menacer qui que ce soit. Là. Parce que dans la description de la trame de fait, c'est ça, on laisse croire que c'était vous le problème. On laisse croire que c'est moi le problème, exactement. Alors qu'il n'y a aucun témoin, aucun passager, aucune caméra, il n'y a rien. Là. C'est sa parole contre la mienne. Là. Mm-hmm. Exactement. Là. Mais c'est ce qui est repris dans les médias contre vous. Là. C'est ça que vous dénoncez. Ah, ben oui, je dénonce ça. Là, il s'est présenté, lui, là, dernièrement, là, au TAC, là, Tribunal administratif du travail, pour une indemnité. Là, et sa version qui est différente de celle qu'il a remise aux policiers. Puis encore là, mon nom est dans le jugement. N'a jamais été nommé, mais pourtant, les médias rapportent mon nom sans cesse. Là, c'est comme... C'est l'ennemi, là. Je suis l'ennemi. Dans le fond, lui a fait une demande à son employeur, puis ça, c'est allé au TAT. Bien, l'employeur a contesté. OK. Puis là, sa version, qui pour vous est erronée, se retrouve encore dans ce jugement-là. Oui. Et là, il y a un journaliste qui a fait le lien, parce que vous n'êtes pas nommé, là. Non, je ne suis pas nommé dans le jugement, mais le journaliste a fait le lien, puis il continue de répéter que je frappe à des reprises, à plusieurs reprises, puis c'est comme, voyons, ça se peut pas, là. C'est démesuré, cette histoire-là. Là. Okay. Ça n'a pas de bon sens, là. Bon, on voit dans tout ça, là, c'est un dossier au criminel. Déjà, monsieur là, vient, c'est sûr qu'il faut faire attention là, à ce qu'on dit, parce que
il ne veut pas attendre des années avant de dire que c'est pas vrai. Bon, il vient nous voir pour ça. On va tenter de l'acquitter. Mais cet élément-là de personnalité connue, là, Maître Côté, c'est des accusations d'entrée de jeu, c'est public? D'entrée de jeu, c'est public. Oui, absolument. Il n'y a pas grand-chose que monsieur pourrait faire. Là. Il y a des cas exceptionnels, mais ici, bon, c'est pas le cas. Pour privatiser tout ça, là. On est vraiment dans un cas, il y a des accusations, c'est public, surtout une personnalité publique, c'est sûr que ça va sortir. Puis même, on a vu là, beaucoup d'articles qui sont sortis. Monsieur est déjà reconnu, c'est ce qu'il mentionne, est déjà considéré comme violent, est déjà considéré un peu comme coupable avant même qu'il y ait eu le procès. Donc, sur la place publique, monsieur, il mange sa claque, là, quand même. Le bûcher public. Ouais, le bûcher public est très fort ici pour une infraction qui est effectivement de moins de 5 000 là. Bien, c'est ce qu'il faut faire comprendre. Ça fait un... Faut pas rire, là, mais tu sais, c'est un effet. Là. C'est une infraction qui est strictement sommaire. Là. C'est une infraction qui n'est même pas poursuivable par procédure d'accusation d'acte criminel, c'est par procédure sommaire. Donc, il y a un maximum, je veux dire, c'est pas de la prison là, qui attend ce monsieur-là. Là. Je veux dire, on parle au pire d'un dédommagement, mais quand tu es public, tu as le défaut de tes qualités, donc les gens veulent entendre parler, et je suis d'accord avec ma collègue, il n'y a pas moyen de mettre un couvercle sur la marmite normalement, sauf exception, parce que le but des tribunaux, c'est que la justice soit publique. Ouais. Ben oui. Et Maître Montmigny, au Québec, quand tu es connu, es-tu coupable avant le temps? Je vais vous donner l'exemple que je donne toujours aux gens que je conseille par rapport à la relation aux médias. Robert Gillet, il y a plusieurs années, dans l'opération Scorpion, a-t-il été coupable ou acquitté? Vous ne le savez pas ni un ni l'autre. Je vais vous le dire, il a été acquitté de la plupart des infractions. Vous vous souvenez par contre très bien qu'il a été accusé. Des accusations, surtout des accusations de nature sexuelle, là, ce n'est pas le cas présentement, mais on est déjà au pilori avant même le procès. Et vous l'avez dit plus tôt, mais dernier, les avocats leur disent aux clients de ne pas faire de déclaration. Donc là, on a une période latente entre l'arrestation et le moment du procès qui peut être dans une trentaine de mois. Donc pendant ce temps-là, là, on ne peut pas dire notre version des faits. Et pendant ce temps-là, les autres se gâtent. Et comme le disait votre invité, il mange une claque. Là. Ouais. Puis il a hâte de pouvoir avoir la balle, lui aussi, pour pouvoir la tirer. Mais le problème, ce qu'on voit, une fois qu'ils ont la balle, c'est le petit article disant il est acquitté, mais on n'en parle plus trop. Mais non, c'est ça. Bien, c'est que surtout aussi, il y a ça aussi, le pas pouvoir parler. Il y en a qui vont pouvoir dire aussi, bien, c'est clair qu'il est coupable, il ne parle pas. C'est pour ça qu'il ne fait pas de déclaration, c'est parce qu'il sait qu'il l'a fait, c'est parce qu'il sait qu'il... Fait que là, il ne parle pas, là, le public, ça amplifie absolument. Monsieur, bon, il a fait des déclarations, là, il est venu ici, il en a discuté aussi, dans le cadre de son métier. Bien, ici, il ne parlera jamais du détail. Non, effectivement. Je pense je vous lance mon idée. Moi, je pense qu'au Québec, des gens accusés devraient pouvoir, des fois, s'exprimer. C'est mon opinion. Et là, ce que j'aimerais vous poser comme question, est-ce que... parce que là, il y a toute une trame factuelle. Là. Le chauffeur qui est allé au TAP, qui expliquait des choses, qui dit sa version une fois. Et est-ce que ça peut être néfaste pour l'accusation? Assurément, s'il y a une version au moment des faits, une version au TAC et une version rendue à son procès criminel, il y a un problème. Il va perdre sa crédibilité. Et c'est tout ce qu'on a à la Cour, notre crédibilité. Okay. Quelqu'un qui n'a pas d'antécédent judiciaire, on présume qu'il est de bonne foi. Sa crédibilité n'est pas présumée, mais il faut que tu la perdes pour ne pas être cru. Quelqu'un qui a beaucoup d'antécédents judiciaires, par exemple, des crimes de turpitude, de vol, de fraude, etc., va partir peut-être avec une prise sur sa crédibilité. Quelqu'un qui n'a pas d'antécédents de connu, d'impliqué dans sa communauté, comme la personne dont on parle en ce moment, bien, s'il ne perd pas sa crédibilité à la Cour, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas cru. Et même s'il n'était pas cru, il peut quand même soulever un doute. Donc, il y a plusieurs options. C'est ça, la crédibilité est au cœur de tout ça, parce que là, ici, on a deux versions contradictoires. Là. Lui, il a fait une plainte. Oui. Une plainte, et il a fait une déclaration. On l'écoute, puis on en reparlera. Ce que vous dénoncez, c'est qu'il y a une version là, qui n'est pas la réalité pour vous. Non, c'est évident. Là. Puis on ne parle pas du avant. On parle de 4 minutes après, mais on ne parle pas de 4 minutes avant. OK. Parce que lui, le chauffeur, il décrit quoi comme situation? Bien, lui, il saute l'étape qui a frappé ma voiture, là. Okay. Il saute cette étape-là, là, carrément, là. Donc, il saute l'étape qui m'a frappé, qui s'est poussé sur l'autoroute. Puis là, il y a toutes sortes de contradictions dans ces affaires. Mais les gens, tu sais, à la base, le rapport de police, on a marqué mon surnom, parce que j'ai un surnom, puis on a marqué
que je travaillais à la radio. On n'a pas parlé de mon occupation qui est mécanicien, là. On voulait comme cibler. J'ai trouvé ça très particulier parce que les médias se sont pris de l'affaire tout de suite le même soir, là. 1 heure après, c'était déjà sorti dans les médias, là. Donc, un animateur, ça sortait, là. Tu sais, c'est quand même particulier, là. Donc, on fait abstraction de tout ce que j'ai vécu au profit de lui, ce qu'il a vécu. Mais en réalité, là, ben, il y a quelque chose qui s'est passé là, pour qu'on en soit là, là. Moi, je m'en vais tranquillement travailler, j'écoute de la musique du temps des fêtes, tout est beau, c'est une auto que je viens d'acheter pour ma fille, je l'ai préparée, là, c'est le moment bientôt de lui remettre ça pour le temps des fêtes. Puis là, c'est pas une grosse voiture, tu sais, je suis assez vulnérable dans ce type de véhicule-là. Donc là, moi, je suis assez prudent. C'est une soirée qui était super pluvieuse, verglas, neige, à mi-décembre, on s'entend. Donc, je suis très prudent. Puis là, ben écoutez, là, en coup de vent, l'autobus passe, arrache mon miroir, me pousse dans le garde-fou. Puis il s'arrête même pas, là. Fait même pas un ralentissement, là. OK. Tu sais, il s'arrête même pas, là. Mais vous comprenez que ça s'est fait vite, là, cette histoire-là. Là. Puis c'est très surprenant. J'étais vraiment surpris, là. C'est intéressant ce que M. Boissonneau a dit là, par rapport. Lui, il a fait une plainte. Oui. OK? En premier lieu, il a dû faire une déclaration et ça n'a pas été retenu. Comment il faut voir ça? Maître Montmigny, est-ce que ça peut retomber contre lui durant le procès? Ce qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle une plainte croisée. Okay. Finalement, 2 personnes, un accuse l'autre, un est plaignant, l'autre est accusé, et la même personne se retrouve plaignante et accusée dans 2 situations différentes. Assurément, ce qu'il a fait comme déclaration à titre de plaignant peut lui être reproché à titre d'accusé plus tard. Okay. Parce que, pour la même raison que je vous disais tout à l'heure, c'est une déclaration qui est sous serment, etc. La déclaration qu'on fait en tant que plaignant, donc lui, il se plaint d'avoir été victime, là, lui également, il se plaint d'un méfait, il se plaint d'avoir été heurté par l'autobus et finalement avoir eu des dommages et autres. Donc, ce qu'il va avoir dit dans sa déclaration sur sa plainte à lui en tant que plaignant peut lui être opposé en tant qu'accusé, assurément. Donc, il faut être prudent avec ça, ils peuvent reprendre tout ça. À cette question-là, Maître Montmigny, on le fait témoigner ou on ne le fait pas témoigner dans ce genre de dossier? Est-ce qu'une autre version peut Moi, je suis amener du trouble? Moi, je suis de l'école que pour gagner un procès, il faut témoigner. Okay. Un procès fait uniquement sur le droit, c'est de plus en plus rare, principalement devant le jury. On a des exemples, le juge de Lille, qui était très à l'aise de ne pas témoigner devant le jury pour ne pas avoir dit « je ne l'ai pas fait » ou etc. C'est l'ancienne école. C'est plus possible maintenant. De nos jours, avec la médiatisation des causes, avec la familiarisation des gens avec le droit, si tu n'es pas coupable, c'est mon opinion personnelle et j'engage personne d'autre que moi. Moi, si je veux faire acquitter quelqu'un sur une version contradictoire, il faut qu'il témoigne. Bien, ça, c'est intéressant. Il faut l'expliquer à la maison. Là. C'est qu'une version contradictoire, il y a deux versions. Et donc, effectivement, si on n'en a pas une, ça peut... Il manque une patte à la chaise. Là. Le fait est qu'on n'est pas obligé. Théoriquement, on peut juste travailler le droit et essayer de bénéficier. Droit au silence. Le droit, mais je comprends que si c'est pas là, ça peut faire mal. On peut essayer, devant un juge seul, c'est pas pareil comme devant un jury, mais quand même, le juge, il veut entendre quelque chose. Si on travaille juste le droit, si on fait juste travailler les erreurs du témoignage du plaignant, on fait juste travailler les failles du dossier, et encore une fois, c'est mon opinion personnelle, c'est de la façon que je gère ma pratique à moi, le juge veut une réponse. Je ne l'ai pas faite. C'est ça qui est arrivé. C'est telle autre chose. C'est pas telle chose, c'est telle autre chose qui est arrivée. Sinon, il reste un vide qui est juridiquement pas obligé d'être rempli parce que l'accusé n'a jamais témoigné. L'accusé n'a pas prouvé qu'il est innocent. C'est la couronne qui a prouvé qu'il est coupable. Donc, il pourrait s'asseoir sur ses mains et dire « Faites-la la preuve que je suis coupable ». Bien, souvent, la preuve n'est pas forte non plus parce qu'il y a clairement deux versions à une histoire, mais si le juge ne l'entend pas, devant le jury, selon moi, c'est fatal. Ouais. Devant un juge seul, il peut... L'exemple du juge de Lille est le bon exemple. Il fallait qu'il se fasse entendre. C'était inévitable. Et on avait des avocats de plus vieille école. On avait Maître La Rochelle, qui est un avocat superstar, mais de plus vieille école. Donc, où on n'avait pas besoin, où est-ce que le droit était plus rigoureux, pas nécessairement en termes de rigueur d'application, mais bien... Sur le principe du droit au silence. Droit au silence. C'est ça. On pourra jamais, il n'y a jamais un juge qui va dire l'accusé n'a pas témoigné, c'est clair qu'il est coupable. Mais
il ne le dira pas. Mais le juge Mais et quand il le va aller dans jury, son c'est bureau- des humains. Et surtout devant le jury. Devant le jury, on parle de 12 personnes normales qui vont aller dans une petite salle ensemble et dire pourquoi il n'a pas parlé, lui. Il ne nous a rien dit. Il ne nous a pas dit qu'il n'avait pas fait. Le fait est, on est un enfant, ta mère te dit c'est-tu toi qui as fait ça? Non, c'est pas moi. Je veux dire, le réflexe humain est de se disculper. De vouloir comprendre. De se disculper de quelque chose qu'on n'a pas fait. Ouais. C'est le réflexe humain. Non, c'est vraiment intéressant. On va en tenir compte, évidemment, parce que ce qu'il va falloir, c'est qu'il soit acquitté de tout ça. Il y a aussi l'élément, on en a parlé un peu, mais on écoute M. Boissonneau, là, c'est pas évident, toute la médiatisation de cette infraction. On l'écoute. Dans l'histoire, il y a toujours deux versions. J'ai jamais pu l'offrir la mienne parce que, évidemment, on m'a conseillé de ne pas commenter. Hein, Ben, ici, c'est particulier parce qu'on peut s'assurer qu'il n'y a pas d'admission, mais je comprends que vous êtes ici pour dénoncer ça et dire que vous ne l'avez pas fait. Mais quand ta photo se ramasse dans le journal, plus grosse que la photo d'un mafieux, d'un gars de gang dans le journal, là. Tu sais, quand ta photo à toi est rendue là pour un méfait de moins de 5 000, puis que ta photo est plus grande, puis la couverture est plus grande que quelqu'un qui se cache en Italie, là, tu comprends que là, à un moment donné, là, ça prend des mesures extraordinaires, puis moi, je trouve que ça n'a pas de sens, puis j'aimerais rétablir les faits, parce que veut pas, on va se recroiser, là, les journalistes, les autres animateurs, on va se recroiser à un moment donné, là. Puis moi, je veux pas baisser la tête, là. Je veux garder la tête haute. La tête haute. Oui. Pensez-vous que la sentence pour vous, du fait des médias, est beaucoup plus grande que n'importe qui? Bien là, on me dépeint comme un violent, là. Vous comprenez que de dire que j'ai été violent, de dire que je suis violent dans la vie, là, c'est extraordinaire, là, ça se peut pas, là, tu sais. Mais on me dépeint comme ça dans les médias. C'est comme ça qu'on a dit, là. On se gâte, là. Bon, vous dire honnêtement, on se gâte. Là, ça se répercute partout, là. N'oubliez pas, moi, j'anime une ligne ouverte, là. Donc, je prends des appels à la volée. Fait que n'importe quand, il y a du monde qui peut se gâter. Je reçois des appels à mon commerce. Okay. Je reçois des avis Google de mon commerce où on me traite de violent là-dedans, là. Alors que personne n'est là. Il n'y a pas de témoin là-dedans, là. Il n'y a pas personne qui était là, là. On écoute tout ça, là, la question, puis on est là pour ça. Là, on veut des fois faire changer des choses. Que doit-on faire avec des personnalités connues, accusées? Et là, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les médias. Maître Côté, y a-t-il lieu de poursuivre des gens en diffamation ou les médias font-ils quelque chose de mal? Ça serait difficile. Honnêtement, là, la diffamation, il faut vraiment qu'on ait eu l'intention de venir nuire à la personne avec les propos qu'on avance là, dans les publicités, dans les publications, tout ça. M. Boissonneau, c'est une personnalité publique. Il a mis le pied dans la sphère publique. Ses faits et gestes, bon, bien évidemment avec certaines limites, là, mais des événements comme ça, déjà que le cas est public, sa vie est publique aussi d'une certaine façon, c'est sûr là, qu'on va en parler. Par exemple, moi, j'ai lu les articles, là, puis j'en ai lu quelques-uns quand même. C'est sûr qu'ils sont quand même rough avec lui, alors qu'il n'y a pas encore eu de procès, il n'y a pas encore eu de décision finale au niveau là, des accusations. Le présumé innocent est peut-être un peu moins retrouvé là, dans les publications. C'est un petit peu écorché. C'est un petit peu écorché, oui, effectivement, d'après ce qu'on lit. Absolument. C'est sûr que monsieur, comme il l'a dit, il est dépeint comme étant quelqu'un de violent, comme étant quelqu'un qui ne peut pas se contrôler, alors qu'on a quand même deux versions ici. C'est ça, c'est une petite chose qui devient grosse. Exactement, là, tout à fait. Monsieur, bon, n'a pas encore eu non plus l'occasion de venir témoigner. Comme mon confrère le disait, on n'a pas, tu sais, il manque des versions là, avant de pouvoir à savoir poser s'il va être acquitté ou jugement. Exactement, tout à fait. Maître Montmigny? J'abonde dans le sens de ma collègue. Le meilleur cas d'espèce serait O.J. Simpson. Il a été trouvé coupable au civil de la mort de sa compagne et de son compagnon, mais est acquitté au criminel. Donc, nécessairement, dans une phase stratégique d'élaboration d'un dossier, on va se demander, on va-t-il en diffamation avant ou après? Avant qu'il y ait une condamnation au criminel, quoique ce ne soit pas le même fardeau au criminel qu'au civil, on parle d'ordre de tout doute au criminel versus balance des probabilités au civil. C'est certain que si on est acquitté au criminel, on a une meilleure position à aller au civil par la suite de notre acquittement qu'on l'a pendant les procédures où, oui, l'accusé est présumé innocent, mais on n'a pas eu le fin mot de l'histoire parce qu'il n'a pas encore témoigné. Oui, donc c'est ça. C'est là que ça... Si
on a franchi la ligne parce que le pouvoir médiatique, une latitude, il y a des accusations, on se base sur les faits à l'accusation qui, d'après moi, sont larges aussi parce qu'on parle d'un méfait de moins de 5 000 et là, on compte une histoire avec un chauffeur d'autobus. En tout cas, Et c'est pas parce que les médias en parlent que ça va être dans la preuve de la poursuite non plus. Non. Souvent, la balloune dessouffle un petit peu rendu dans la preuve qui est divulguée par le DPCP. Le DPCP n'est pas impressionné, il ne cherche pas des codes d'écoute, puis il n'y a pas de guerre. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être du sous-jacent un petit peu dans ce dossier-là, parce que c'est une personnalité publique, c'est un animateur, Québec est une ville de radio, etc. La balloune qui peut dessouffler, et lorsque ça va arriver à la cour, c'est pas sûr que ça va être la même version aussi grave qu'elle paraît en ce moment. Peut-être que ça va être une partie de... Parce que le procureur, il a un gros pouvoir discrétionnaire. Il y a les policiers qui arrêtent, qui exécutent, ça va, mais ensuite, il y a une autre étape, là, et ça passe par un procureur de la Couronne qui n'ira pas signer n'importe quoi en son nom pour poursuivre quelqu'un seulement parce que les médias ont dit que... Lui, il doit s'assurer qu'il y a une expectative de condamnation et puis qu'il pense qu'il peut condamner la personne en fonction d'une avec preuve. les règles en place. Exact, avec les règles, avec son expérience de savoir que c'est pas tous les témoins qui sont crus à la cour, avec son expérience de savoir que soulever un doute, c'est plus facile que prouver hors de tout doute. Il y a plusieurs choses qu'un procureur va penser, va cogiter avant de signer son nom sur une acte d'accusation. Oui, évidemment. Et là, ça m'amène à une question. La question de la firme. Là. Souvent, on dit, hey, t'es connu, le système va être doux avec toi, personnalité, ça va bien. On parlait du juge de Lille, tout le monde disait, c'est un juge, ça va bien aller. Je dirais que c'est l'inverse. Bon, c'est ça. Je vous dirais que le fardeau de la preuve, non pas le fardeau tant de la preuve, le fardeau de la présentation de ta défense, si tu es quelqu'un de très connu, ça doit être parfait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent. Je pense à des cas médiatisés d'agression sexuelle, que ce soit des entraîneurs de ski, de patins, etc. Il y a une immense pression populaire sur le témoignage de ces gens-là. Il faut que ce soit parfait à la cour. Versus quelqu'un qui n'est pas connu, qui va avoir un procès dans une cour municipale de Donnacona où est-ce que personne qui va le savoir, le juge, il n'aura pas peur d'acquitter cette personne-là. Là, lorsque tu acquittes quelqu'un dans un dossier médiatisé et tu es un juge, il faut que tu fasses attention. Il n'y a aucun juge qui aime ça être cassé en appel ou être porté en appel. Je pense que la pression, même pour le procureur du ministère public, la Couronne qu'on appelle, il est sous quand un spotlight. Absolument. On leur dit souvent, laissez aller quelques affaires. Il y a des cas peut-être plus sévères à s'occuper. Ils sont débordés, ils sont sous-payés. Bon. Mais quand c'est médiatisé, avant de dire « Oh non, je laisse aller ce cas-là », il va devoir s'expliquer. Ou aussi avant de dire « On y va avec ce cas-là », parce que ça peut venir avec des répercussions. Advenant le cas qu'un procureur serait mal avisé puis il irait par chauvinisme ou par patriotisme pour la personne, là, parce qu'il aime bien le plaignant, puis lui, il est plus de cet acabit-là que la victime comme telle ou peu importe, bien, il peut avoir des répercussions. Tu peux être poursuivi là, en tant que procureur de la Couronne s'il est fait la preuve que tu n'avais pas suffisamment de preuves pour en venir à une expectative de condamnation. Les procureurs, là, c'est pas des loose cannons, c'est du monde intelligent. Là. Je veux dire, ils regardent qu'est-ce qu'ils ont comme preuve. Puis, pour quelqu'un de connu, ils vont réduire au maximum les accusations qu'ils vont porter pour être sûr que ceux-là marchent. Et qu'ils lâcheront pas. Plutôt qu'en avoir 5, de risquer une condamnation réduite à même une. Montmigny, est-ce qu'ils vont y lâcher? Seul l'avenir le dira. Seul le procureur de la Couronne le dira. Là. Mais je vous fais entendre à nouveau M. Boissonneau à savoir ce qu'il veut. Là. Que c'est ce qui vous choque dans le sens que, en étant connu, l'accusation, vous bénéficiez d'une présomption d'innocence, mais là, tout d'un coup, c'est comme si tout devenait vrai pour le monde. C'est ça qui affecte. Oui, puis tu sais, en réalité, là, moi, il faut prouver ce que le chauffeur avance. Puis moi, en revanche, je peux pas me défendre de rien, puis je peux rien dire. C'est spécial, là. Je peux pas, absolument pas me défendre de ce qui est annoncé là, alors que c'est complètement faux, là. Mm-hmm. Parce que là, vous êtes ici, là, justement, on peut en parler en surface, ça, parce que
il y aura éventuellement un procès, mais qu'est-ce que vous voulez lui dire à ça? Qu'est-ce que vous voulez lui dire au chauffeur par rapport à ses prétentions? Bien, d'abord, qu'est-ce que je peux dire au chauffeur? Tu sais, moi, ce métier-là, je le connais parce que dans mon entourage, dans ma famille, dans mes amis proches, j'ai des gens qui font ce métier-là. J'ai passé ma jeunesse à circuler avec mon père dans l'autobus puis tout ça. Je connais exactement l'enjeu et tout là. Jamais que je vais aller m'en prendre à quelqu'un qui fait ce métier-là. Moi qui les salue jour après jour, qui salue leur travail, qui prend leur défense régulièrement, que je demande à tous mes auditeurs de faire attention, ils sont dans le chemin, ils travaillent. Puis là, tout d'un coup, tu sais, ça me tombe dessus. C'est à la lumière, à la minute qu'il a vu mon chandail, mon veston qui portait le logo où je travaille, ça a été tout de suite, là, ah ouais, toi, puis on voyait là, qu'il y en avait déjà contre l'endroit où je travaille. Là. OK. Ça n'a pas aidé, là, vraiment pas. Là. Je comprends. Et là, au moins, la bonne nouvelle, déjà, vos fans, ça n'a pas d'influence. Les codes d'écoute sont là. Vos patrons, la radio vous soutient. Là, oui, la radio, parce que j'ai toujours été très transparent avec eux. Le soir des événements, j'étais déjà en contact avec mes patrons. Et puis, je leur ai expliqué toutes les démarches. Au day-to-day, à tous les jours, quand il y a un événement nouveau, on se parle. Mes patrons sont derrière moi. Puis ça, c'est le fun. Ma famille aussi. Ma famille est tout près, puis j'ai toute ma gang d'auditeurs, tous ceux qui me suivent, qui sont toujours très là, tout le temps là pour me supporter. Donc là-dessus, je suis vraiment content. Là. Bon, bravo de vous tenir debout. On va voir ce qui en vient. On va tout faire pour vous faire acquitter et que la vérité ressorte. Merci beaucoup, M. Boissonneau. C'est moi qui vous remercie de me recevoir. Je pense que vous dénoncez et souvent une problématique de personnalités connues que malgré la présomption d'innocence, quand des accusations qui sont des allégués rentrent, on peut juger. Le tribunal populaire peut essayer de juger avant que le vrai tribunal se penche sur la monsieur, situation. Tout le monde lit les grands titres, lit pas les petites lignes, lit pas, fait une opinion qui est différente peut-être. Puis là, vont peut-être lancer la pierre. Mais écoutez, là, est-ce que je peux me défendre en premier? Là? Bien, c'est ça. Ouais. Puis pensez-vous, parce que la plupart des gens qui sont accusés ne parlent pas. Ils disent jamais leur version jusqu'à temps qu'ils peut-être soient acquittés et qu'il y ait un petit article. Mais moi, ce que je comprends de vous aujourd'hui, c'est que c'est pas vrai. Vous venez debout en public dire que ce que vous êtes accusé n'est pas vrai. Là. Bien, écoute, je vais vivre avec ce que j'ai besoin de dire. Puis pour moi, c'est sûr que tout le monde nous conseille de ne pas commenter, mais là, aujourd'hui, j'aimerais ça, là, remettre les pendules à l'heure. Et comme ça, bien, on verra bien par la suite. Là. Effectivement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bon, on écoute M. Boissonneau qui dit qu'il veut aller jusqu'au bout, il veut être acquitté. On va falloir travailler à l'acquitter. Et là, comment vous voyez ça? Quel genre de défense on a là? Peut-être qu'il n'y a pas eu de méfait comme tel. Peut-être qu'il a seulement frappé dans la vitre et qu'il n'y a pas eu de méfait. Parce que, Maître Montmigny, il faut soulever un doute raisonnable. Oui. C'est ça. Absolument, parce que vous n'avez pas de défense de légitime défense ou de provocation, de quoi que ce soit qui s'applique dans ce cas-là. C'est soulever un doute. Est-ce que cette personne-là, parce qu'un méfait, c'est pas accidentel, c'est volontaire. Volontairement endommager la propriété de quelqu'un. C'est pas par hasard ou par accident ou par réflexe. Donc, il va falloir que quelqu'un prouve hors de tout doute que si bris il y a eu, il était volontaire. Il a été causé par son acte à lui. Okay. Donc, on n'est pas nécessairement la coupe aux lèvres là, dans ce dossier-là. Là. C'est ça. Puis savoir s'il peut y avoir une photo de bris, mais ce bris-là, est-tu réellement attribuable à lui? Alors, on va aller nécessairement vers le doute raisonnable. Est-ce que... Et je reviens, je me répète, mais il faut qu'il ait volontairement fait ça. Quelqu'un qui s'accoterait dans un abri d'autobus, qui casserait pour X raisons, okay. Il y a eu un méfait au sens du code, en fait, du dictionnaire, mais pas au sens du code criminel. Ça prend une intention coupable pour faire un acte. Il n'y a aucune intention, il n'y a aucune infraction d'intention absolue qu'une fois commise, il n'y a pas d'intention. Ça prend une intention criminelle au criminel. Donc, s'il n'a jamais voulu faire ça, on est sur le doute raisonnable. Vous avez raison, on est sur ça. Je comprends. Et le plaignant va devoir témoigner.
Ça, est-ce que ça peut nous aider à soulever un doute raisonnable? Il va falloir bien le contre-interroger, j'imagine? Oui, absolument. Ben oui, sa version des faits, il va falloir qu'on regarde si effectivement ça fait du sens. Si elle coïncide avec les autres qui l'auraient fait au tribunal administratif. Ouais. Parce qu'il faut que ça coïncide. Ben oui, parce il faut. que moi, je dis souvent à mes clients, on se bat pas contre ce que toi, tu as à dire. On se bat contre ce que la poursuite te reproche. C'est ça. C'est là que tout se met en branle. Est-ce que ta version va trouver un embriquement dans la preuve de la couronne, que ça se ressemble, mais ça se sépare au dernier moment, parce que ça va être ça, là, ce dossier-là. Ça va être au dernier moment que ça va se séparer, que les deux vont dire des choses différentes. Ça va être à voir qui va avoir la meilleure crédibilité, en sachant que l'accusé part innocent au départ jusqu'à preuve du contraire. C'est ça qui est important de comprendre. Bon, je pense qu'on a fait une bonne analyse de ce dossier. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. À la maison, vous vivez une injustice, vous avez quelque chose à dénoncer, écrivez-nous info-lafirme.tv. On a une boîte vocale là, que vous voyez au bas de l'écran, là, confidentielle. Faites-nous part des problématiques. On essaiera de traiter votre dossier. On se retrouve la semaine prochaine.